Salut les terriens, soyez les bienvenus sur le journal de la Starbase du week-end, et qui dit week-end dit... week-end justement. J'espère que votre semaine s'est bien passée parce que votre véritable job commence maintenant, ou plutôt dans quelques minutes quand on aura atterri au Texas. Et ouais, je ne perds pas le nord, j'ai toujours besoin de mon équipe d'inspecteurs des travaux, histoire de respirer l'air pur en provenance du golfe du Mexique, tout en observant minutieusement les chantiers au sein de la Starbase. Les derniers préparatifs du troisième vol sont en cours et le S-28 semble accuser quelques retards, mais nous verrons cela dans quelques instants. Tandis que le programme Starship suit son cours, que certaines s'improvisent guides touristiques sur la fameuse Highway 4, d'autres prévoient de construire un immense parking au beau milieu du site de production. Bref, vous l'aurez compris, je vais avoir besoin de votre œil de lynx. Allez, c'est parti, on décolle pour Boca Chica. Et pour débuter en toute confiance ce tour d'inspection de la Starbase, rien de tel que de commencer par des news légères, entendez par là des nouvelles qui sortent un peu du cadre du programme Starship, sans pour autant être complètement en dehors du sujet qui nous intéresse généralement ici. Très souvent, vous noterez que le lien c'est Elon Musk, puisque ses activités d'ingénieur touche à tout dépassent largement le simple cadre de l'aérospatial. Le premier implant Neuralink a donc été connecté au cerveau d'un humain. Mais au-delà du lien purement économique et identitaire entre les différentes entreprises du PDG de SpaceX, on peut se demander si un jour Elon Musk ne compte pas mettre à profit ces augmentations rendues possibles avec la technologie Neuralink dans la conquête spatiale. Est-ce que les astronautes du futur pourraient se retrouver pourvus d'implants pour augmenter leur capacité afin de bénéficier d'atouts non négligeables dans un environnement hostile tel que l'espace ? Le transhumanisme va-t-il prendre le pas ? Ouais, vous avez raison, je me pose trop de questions. Laissons de côté donc ces incroyables percées technologiques pour flâner le long de la Highway 4, en bonne compagnie puisque Jessica Kirsch a voulu nous montrer un peu son terrain de jeu. Elle en a donc profité pour nous emmener avec elle sur cette route qu'elle emprunte quotidiennement. Vous noterez au passage l'encombrement sur les côtés d'une multitude de véhicules, signe que pas mal de monde travaille sur place, et espérons que le covoiturage est pratiqué ou que l'entreprise prévoit de construire un parking digne de ce nom. Le site de lancement apparaît au loin avec sa tour orbitale, mais quasi là. On aperçoit aussi les réservoirs verticaux qui, jusqu'à présent, ont survécu aux 2 derniers tirs, ainsi qu'à la réorganisation de la ferme à ergols. Une fois passé la D4, le tout dernier accès au site de lancement, nous voici sur la plage, au bord du golfe du Mexique. Un endroit magnifique pour faire une pause quand on travaille sur le programme Starship, pas vrai ? Bon, j'ai parlé de pause, moi, je me suis cru en week-end. Non, parce que on a quand même des chantiers à inspecter. Allez, venez avec moi, on retourne sur le site de lancement, et plus précisément en prenant la ferme à ergols de haut. Cette dernière a d'ailleurs subi une somme considérable de petites améliorations durant les semaines passées. Vue des airs donc, à gauche sur votre écran, les réservoirs horizontaux au nombre de 8 désormais. Au passage, il reste des supports disponibles pour le dernier d'entre eux, qui ne devrait pas tarder à être livrés très bientôt, portant ainsi leur nombre à 9. Sur la droite de votre écran, les réservoirs verticaux et dont 2 d'entre eux ont reçu des renforcements ces derniers jours, avec un maillage approprié afin d'être en mesure d'encaisser d'éventuels débris ainsi que les ondes de choc des Raptors lors des lancements. Pas d'urgence pour l'instant donc de remplacer les réservoirs verticaux par des horizontaux, même si on pense que la conversion sera faite entre la 3e et la 4e tentative de vol. Notons également que de nombreuses rampes de distribution ou collecteurs ont été livrées et sont en cours de raccordement au réseau cryogénique. Une zone qui sera d'ailleurs retranchée derrière un nouveau mur afin de mieux protéger les différents échangeurs de chaleur et la tuyauterie en général, là aussi des turbulents Raptors. La table orbitale continue de recevoir des soins prodigués par de nombreux ouvriers et machines. On en parlait mercredi dernier, de la peinture, de la maintenance, et ici en l'occurrence un changement des panneaux de protection de sa circonférence intérieure, mais également sur le dessus. Des réparations qui se poursuivent donc de jour comme de nuit. Le dernier survol des équipes de Felix Schlang pour la chaîne What About It n'aura pas été en vain puisque leur objectif a pu capturer une image intéressante. Entre le Stage 0 et la ferme à ergols, une étrange cicatrice se dévoile lorsqu'on prend de l'altitude. En effet, à cet endroit-là, une bonne partie du béton a été découpée et retirée afin de laisser la terre à nu. Il semblerait, au vu de l'agencement de ces futurs travaux, que ce chantier soit dédié à l'installation de nouveaux tuyaux cryogéniques. Une installation qui serait destinée à être enterrée par la suite. Bien évidemment, c'est directement en rapport avec la nouvelle réorganisation de la ferme à ergols, mais on vous tiendra informé dès qu'on en saura plus sur ce sujet.
Revenons à présent sur le nouveau bâtiment qui est en train d'être érigé sur le parking du déluge. Cette fois-ci, le coffrage qui avait cédé a finalement été repris et désormais le mur semble faire office de mur, ce qui est la moindre des choses pour un mur. Une erreur de construction donc qui a vite été corrigée, l'occasion d'apercevoir sur ces images ce que l'on devine être une petite fenêtre ainsi qu'une porte, mais là encore, il est trop tôt pour dire quelle sera la fonction exacte de ce bâtiment. Allons voir ensuite du côté du pas de tir suborbital B qu'on craignait de voir disparaître depuis un moment. Finalement, c'est plutôt des réparations qui ont été menées ici, avec une couche de béton remplaçant l'ancienne sous le stand, et les pieds de ce dernier eux aussi ont été renforcés. Pour finir cette inspection du site de lancement, revenons un peu sur nos pas et postons-nous sur la Highway 4 afin d'observer attentivement les vaillants bras de la tour. En effet, ces derniers poursuivent leur exercice avec persévérance. Bon, je ne parle pas du robot ici, sans doute dans le but de valider les dernières réparations et maintenances qui les ont occupés ces dernières semaines. Tout semble bien fonctionner, que ce soit le chariot chargé de faire coulisser les chopsticks le long de Mekazila, ou même les bras en eux-mêmes qui se sont ouverts puis refermés un peu plus tard dans la nuit. Avant de faire notre traditionnel point sur les prototypes, faisons un léger détour par le site de McGregor où un Raptor a pu faire sensation cette semaine à l'occasion d'un essai sur banc vertical, en l'occurrence ici sur le fameux stand du tripod. Un test particulier à la fois pour sa durée, soit environ 3 minutes, mais aussi pour le fait que le moteur était équipé d'unités électriques qui permettent à ce dernier d'être orientable. Cela a donné lieu, comme vous le voyez, à quelques manœuvres pendant la mise à feu, un test qui s'est parfaitement bien déroulé et qui promet de belles choses à l'avenir. Allez, faisons à présent un point sur les prototypes. En effet, même si la majorité des boosters et vaisseaux se font encore bichonner dans le High Bay et dans le premier Mega Bay, portons tout de même notre attention sur 2 d'entre eux. Peut-être l'aurez-vous reconnu au sein du Rocket Garden, cette version du Starship qui essaiera de réussir l'impossible le mois prochain, vous l'avez repéré ? Eh oui, je veux bien sûr parler du S-28 qui, après 3 semaines passées dans le High Bay, a contre toute attente été transporté, soulevé puis déposé délicatement sur le stand d'installation moteur du Rocket Garden en lieu et place du S-26. Alors qu'on l'attendait sur le site de lancement pour un éventuel assemblage avec le B10, le prototype a semble-t-il eu besoin au dernier moment de faire un arrêt au stand pour quelques vérifications. Vixie, l'agent de terrain de l'Apadré que je ne vous présente plus, en a justement profité pour capturer quelques images des ouvriers de SpaceX en train de s'affairer sous la jupe de la star. Bon, rien d'obscène ici, rassurez-vous, d'ailleurs il faut zoomer un peu et avoir un œil de lynx comme celui des terriens abonnés au JDS, et oui je vous caresse dans le sens du poil, pour le voir, quoi qu'il en soit, il semblerait qu'il s'agissait d'un remplacement de Raptor, mais il faudra sans doute attendre un peu avant d'en avoir la confirmation. Notez également au passage que les anciens points d'attache sur la coiffe du S-28 sont désormais entièrement retirés et recouverts d'un beau bouclier thermique. Espérons qu'ils tiennent le coup, le 3e vol approche et les derniers préparatifs sont donc en cours. Ceci dit, pas d'inquiétude puisque la relève est assurée. En effet, juste à côté, dans le second Mega Bay, le S-29 qui est toujours assis sur le stand d'installation moteur est resté bien discret ces derniers temps, même s'il compte bien montrer de quoi il est capable lors du 4e vol. Bref, on a hâte de le voir débuter sa campagne de test. Dans la famille Booster, je voudrais le B13 s'il vous plaît, un premier étage qui est en très bonne voie de finalisation. Dans la nuit de lundi à mardi dernier, les 2 réservoirs à CO2 du booster, qui pour rappel sont chargés d'expulser des gaz stagnants dans les compartiments moteurs et qui seront glissés sous les ailerons du monstre d'acier, ont été brièvement aperçus à leur arrivée sur le site de production avant d'être hissés par une grue et de disparaître au sein du premier Mega Bay. Le pont roulant a ensuite soulevé le tandem et l'installation a eu lieu à l'abri des regards indiscrets. Bref, il ne lui manque plus qu'une couronne, des chaussons Raptor et une campagne de test pour prétendre lui aussi à une future tentative. Bon, et puisqu'on est sur le site de production, sachez que le B13 sera sans doute le dernier des boosters à exhiber les différentes phases de son assemblage devant les yeux curieux des observateurs de la Starbase. Et oui, car les travaux de la porte du premier Mega Bay se poursuivent inlassablement pour les mêmes raisons que nous évoquions mercredi dernier, à savoir la corrosion que provoque inlassablement l'air marin en provenance du golfe du Mexique, les intempéries, le soleil de plomb du Texas qui chauffe à blanc l'acier des prototypes, sans compter les différentes poussières et autres grains de sable portés par le vent. Bref, il faudra bien protéger tous ces petits nouveaux pour mettre le maximum de chance de leur côté lorsqu'ils s'aventureront en orbite. Une question cependant me taraude, est-ce que cette version de porte sera temporaire, c'est-à-dire à terme remplacée par une autre, rigide cette fois et définitive, un peu comme celle qu'on peut apercevoir au KSC ? Si, comme moi vous aimez parier, eh bien les pronostics sont ouverts en commentaire.
Les derniers survols par les équipes de NASA Spaceflight ou de Mauricio pour la chaîne de RGV Aerial Photography montrent clairement que le ring yard, la partie entrepôt réservée au stockage des segments et autres coiffes de vaisseau, a été complètement vidé, nettoyé pour laisser place nette. Ces derniers auraient été rangés derrière le high bay. Un changement de lieu évidemment en rapport direct avec la croissance de la Star Factory, dont on aperçoit ici une fois de plus l'inexorable avancée. Surtout si l'on se poste sur le bord de la route, on aperçoit très clairement l'extension réservée aux coiffes des vaisseaux, que beaucoup d'observateurs de la Starbase espèrent d'ailleurs voir bientôt parés de grands panneaux vitrés, à l'instar du toit du second mégabay, afin de pouvoir photographier et filmer à loisir les futurs défilés de coiffes tout juste sortis du ventre de la matrice. Avant de quitter les lieux, sachez qu'une info est tombée dernièrement, relayée en premier par la chaîne What About It, dont vous trouverez le lien en description. Il semblerait que SpaceX projette de faire construire, derrière les gigantesques hangars de son site de production, un non moins gigantesque parking de 25 000 m². Rien que ça. Bon, vous me direz, vous avez vu le nombre impressionnant de véhicules stationnés un peu n'importe comment le long de la Highway 4, alors que nous nous promenions en voiture avec Jessica? Ce n'est donc pas du luxe, bien au contraire. Mais pas uniquement le long de la route, puisqu'à l'intérieur des enceintes des différents sites, les employés peinent à trouver de la place. Une fois que l'on écarte les bureaux, les voies de circulation et les locaux techniques de ce parking, on peut estimer, bon vraiment à la louche, à environ 5000 le nombre de places qui seront disponibles pour les employés de la Starbase. Cela répond peut-être déjà en partie à la question que certains d'entre vous se posaient en commentaire récemment, à savoir combien d'employés compte la Starbase. Sachant que ce gigantesque parking sera réservé uniquement au personnel, et sachant que les Américains ne sont pas vraiment friands de covoiturage, on pourrait presque compter un véhicule par personne. Et si on ajoute à cela les allées et venues des nouvelles lignes de bus entre Boca Chica et Brownsville, ou entre Boca Chica et la ville de South Padre, cela vous donne déjà un aperçu potentiel du nombre d'employés travaillant sur place. Allez, continuons notre tour d'inspection générale de la Starbase en nous rendant sur le site de Massey qui poursuit sa mue de façon ordonnée tout en laissant planer le doute sur certains aspects. En effet, beaucoup d'observateurs de la Starbase sont persuadés que des tirs statiques seront menés sur le site de Massey. Il est vrai que ces deux réservoirs, probablement dédiés à du méthane, ainsi que le raccordement aux pompes cryogéniques à côté, semblent confirmer cette thèse de plus en plus crédible au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Notez également qu'il y a des réservoirs pour de l'oxygène liquide, des échangeurs de chaleur, enfin bref, tout l'attirail nécessaire à ce genre de test. Bon, comme toujours, wait and see, nous finirons bien par connaître le fin mot de l'histoire. En attendant d'en avoir le cœur net, poussons un peu plus loin sur la Highway 4 afin de visiter un nouveau lieu qui s'intégrera probablement sans grande difficulté aux 4 autres sites de la Starbase. En effet, un peu plus à l'est, entre le site de Massey et le site de production, on trouve un grand terrain vague dont nous avions parlé dans un précédent JDS et qui, tenez-vous bien, fait l'objet d'un investissement de 15 millions de dollars. Un restaurant, une épicerie, enfin bref tout un complexe dédié au bien-être des employés de SpaceX, bien qu'on ne sache pas encore si l'endroit sera accessible au public ou non. Toujours est-il que les équipes de Boca Chica seront contentes de ne pas avoir à faire la route jusqu'à Brownsville à chaque fois qu'elles ont une pause ou pour manger entre midi et 2. Bon, puisqu'on parle de Brownsville justement, finissons ce tour d'inspection par ce fameux port où on attend toujours patiemment le 7e segment de la 2e tour de Boca Chica. Nous avons de bonnes raisons de croire que ce retard est bien dû à une question de logistique. En effet, probablement que les équipes de SpaceX attendent d'avoir plusieurs sections et rapatrier aussi les bras de la tour, leurs chariots ainsi que le QD-Arm, toujours entreposés à même le sol au KSC, avant de les transporter en un seul convoi jusqu'au Texas. Affaire à suivre, mais une chose est certaine, les prochains mois au sein de la Starbase risquent d'être passionnants. Voilà les terriens, encore un grand merci pour votre participation 2 fois par semaine au fameux tour d'inspection des chantiers du programme Starship. Comme d'hab, vous êtes les meilleurs, et comme je ne tiens pas à perdre les plus zélés d'entre vous, n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne, le Journal de la Starbase, qui sera à terme entièrement consacré à cette fusée surpuissante et 100% réutilisable de SpaceX. Pour rappel, pour l'instant les vidéos seront toujours postées à la fois sur cette chaîne secondaire et sur la chaîne principale, le temps que tout le monde s'abonne à la nouvelle chaîne, le Journal de la Starbase. Et en attendant, vous connaissez la chanson, si vous souhaitez soutenir notre travail et faire grandir le Journal de l'espace, rien de plus facile, il suffit de partager cette vidéo, de la commenter, d'activer la cloche de notification et de faire briller le pouce en l'air de YouTube. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, et quant à nous on se retrouve dès lundi prochain pour de la pure culture spatiale. À très bientôt les terriens.